quelques questions peut-être plus techniques sur la loi comme telle pour bien comprendre. À l'article 4, où vous créez le nouveau article dans la loi 25.1.3, vous parlez d'exclure des facteurs servant à établir d'exclure les facteurs servant à établir la qualité de réfugié de l'étude de la demande pour motif humanitaire, de résidence permanente pour motif humanitaire. Alors moi, je voulais savoir si je comprends bien, ça s'appliquerait à tous les demandeurs de résidence permanente pour motif humanitaire, peu importe qu'ils aient eux-mêmes passé ou non à la CISR, qu'ils aient demandé le statut de réfugié. Alors, est-ce que je suis correct dans mon interprétation? Et deuxièmement, est-ce que vous ne croyez pas que cela ne risque pas d'avoir, au contraire, l'effet inverse, c'est-à-dire de pousser des gens qui autrement demanderaient peut-être la résidence permanente pour motif humanitaire, de plutôt faire une demande pour statut de réfugié, puisque les critères qui pourraient les amener à recevoir le séjour pour motif humanitaire seraient explicitement exclus au sens de l'article 25.1.3. Si je comprends bien la question c'est quelles sont les conditions pour une demande pour la résidence permanente basée sur les conditions humanitaires? Pourquoi est-ce que dans la loi qui est devant nous, on suggère à l'article 25.1.3, dans la nouvelle loi, d'exclure dans l'étude de la demande d'un étranger se trouvant au Canada, on parle dans ce paragraphe-là de la demande pour motif humanitaire, de ne tenir compte d'aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié. Donc, on dit, si vous demandez un motif humanitaire, dans le traitement, on va exclure tout ce qui pourrait servir à demander un statut de réfugié. Pourquoi est-ce que vous faites cette exclusion-là? Est-ce que vous ne pensez pas que ça ne risque pas d'avoir l'effet inverse et d'encourager des gens qui autrement feraient une demande pour motif humanitaire de finalement faire une demande de statut de réfugié? Thank you for the question. Mr. Chair, this is a very complex area of immigration processing, and as a result of the proposed reforms, we hope that we will be able to identify the factors that the member has outlined, which we refer to as risk factors in the assessment of H&C applications, to have that done as part of the refugee determination process at the RPD and or at the RAD as required. Currently, our officers who do examine these H&C cases with risk are essentially being asked to look again at evidence that could have or may have been better presented at the IRB or at the RAD under the new law. Je veux juste arrêter parce que je ne sais pas si je me suis mal expliqué ou j'ai été mal compris. L'article actuel 25 de la LIPR ne traite pas des demandeurs de réfugiés. Il traite des demandes de séjour permanent pour motif d'ordre humanitaire, une demande CH. Et là, vous proposez de modifier cet article-là en ajoutant l'alinéa 1.3 qui dit que quand on va étudier cette demande pour motif humanitaire, on ne tiendra pas compte des facteurs servant à établir la qualité de réfugié. Pourquoi cette exclusion-là, non pas du processus de demande de statut de réfugié, mais de la demande de résidence permanente pour motif humanitaire? Pourquoi cette exclusion-là? Et est-ce que ça ne risque pas de faire l'effet inverse de ce qui est recherché, c'est-à-dire de pousser des gens qui autrement demanderaient une résidence pour motif humanitaire de plutôt prendre le processus de réfugié, puisque ces critères-là seront tenus en compte? We don't believe that this new provision within the Act will push people to make refugee claims as opposed to H&C requests for permanent residence. Effectively, what we're looking to do with the proposed changes is to consolidate the assessment of risk and comparable factors along with the assessment of fear of persecution or harm at the IRB as opposed to doing it at the IRB in the first instance and then again at CIC when our officers look at H&C considerations such as length of time in the country. Oui, mais les gens qui font une demande au titre de l'article 25, ce ne sont pas des gens qui sont nécessairement déboutés à la CISR, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont passé
par le processus de demande de réfugiés. Ça peut être des immigrants qui sont rendus ici, ça peut être des étudiants qui ont séjourné de façon temporaire. Même plus, s'ils ont échoué à la CISR, ils n'auront plus le droit de faire cette demande-là. Donc, il ne s'agit pas d'un processus linéaire, il s'agit d'un processus parallèle. Oui. Pourquoi avoir enlevé ces critères-là de ce processus-là? Pour les gens qui ne sont pas des revendicateurs échoués, ils auront toujours un accès à l'examen de la risque avant leur renvoi du Canada. On garde toujours ce qu'on appelle en anglais le PRA pour s'assurer qu'on examine tous les facteurs de risque pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de présenter leur cas basé sur le risque auprès du CISR. Bon, enfin, vous ne m'avez pas convaincu de la pertinence, mais je vais vous poser une autre question juste avant, toujours dans l'article 25, 1.2c, où on dit qu'on ne peut pas demander de demande de motif humanitaire après qu'on ait eu une décision de demande d'asile ou le désistement ou le retrait de celui-ci. Il y a plusieurs personnes qui nous font signaler qu'à tout le moins, cette clause-là ne devrait pas s'appliquer pour ceux qui décident de retirer leur cause avant même que l'audience soit commencée. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas retenu cette voie-là? Et est-ce que vous pensez, quel serait l'impact si on décidait en comité d'amender cette provision-là pour dire si quelqu'un se retire avant même son audience, on va lui permettre de faire une demande humanitaire? Thank you for the question. And essentially, what we're looking at with this change is to ensure that individuals who do have a fear of persecution or risk are channeled and appropriately and do go to the IRB. There may be cases, as have been pointed out, where people decide before they have a hearing at the IRB that they should likely have requested humanitarian and compassionate consideration. That is not foreseen in the Act at this time. However, if an amendment is moved, the government would have to consider that and determine whether or not it was acceptable in the context of the broader reform package. Thank you.